Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce lundi matin est Corentin Le Fur. Il est député des Républicains de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor. Alors je le précise pour nos auditeurs lointains, on parle de Loudéac et Lamballe pour cette grande circonscription en termes géographiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors on va parler de beaucoup de choses ce matin, de politique évidemment. J'ai vu sur vos réseaux, parce que voilà, le journaliste s'informe évidemment que vous aviez réagi à la suspension de MaPrimeRénov', ce dispositif mis en place pour aider à la rénovation des bâtiments et à renforcer leur, on va dire, résilience énergétique. Est-ce que c'est quelque chose de grave d'avoir supprimé pour des économies budgétaires ce qui peut aider des gens, justement, des Françaises, des Français à faire des économies? Oui, c'est grave parce que c'était une décision qui a été prise soudainement, brutalement, et donc qui place à la fois les particuliers qui veulent faire des travaux de rénovation énergétique chez eux et les entreprises du bâtiment dans une situation d'incertitude. Et l'incertitude, c'est la situation la plus préjudiciable parce qu'ils ne peuvent pas se projeter. MaPrimeRénov' a énormément de défauts, ça j'en suis conscient, et d'ailleurs je plaide pour améliorer considérablement le dispositif. C'est un dispositif qui est extrêmement centralisé, tout est décidé à Paris par l'ANA, ça fonctionne pas, on a beaucoup de fraude, et surtout on a énormément de retard et de difficultés administratives dans les dossiers. Je ne compte pas les demandes par dizaines, voire par centaines de personnes qui attendent des mois, parfois des années, pour recevoir les remboursements auxquels ils pouvaient prétendre avec MaPrimeRénov'. Donc le dispositif, évidemment qu'il faut considérablement l'améliorer. Mais le suspendre et en plus dire on le suspend mais on va le remettre peut-être le 15 septembre, c'est aberrant. Parce qu'évidemment, tout va s'arrêter, tout le monde va attendre, va lever le crayon et va attendre le 15 septembre pour reprendre les travaux ou relancer les dossiers. Et donc il se passe rien pendant plusieurs mois et après on va avoir un encombrement des travaux. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de le plus difficile et de plus préjudiciable en politique. MaPrimeRénov', en revanche, sur le principe, j'y suis favorable parce que qu'est-ce que c'est? C'est un des rares dispositifs d'écologie incitative. De dire que au service de la réduction des émissions de carbone et du pouvoir d'achat de nos concitoyens, on va permettre la rénovation thermique des bâtiments. Donc c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est une mesure positive, mais il faut revoir le dispositif pour le rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Alors on entend évidemment les entreprises du bâtiment, les artisans essentiellement qui tirent la sonnette d'alarme en disant voilà, nous on va avoir un problème sur l'emploi parce que voilà, on va pas avoir de chantier, les carnets de commandes se vident ou se figent en tout cas dans une période très difficile économiquement. Est-ce que là aussi il faut avoir un regard attentif? Bien sûr. Moi je comprends l'inquiétude de tous les acteurs du bâtiment. On voit que la situation économique elle est tendue, elle est compliquée. On voit que sur le neuf c'est très dur. À cause de règles, notamment le ZAN, qui a considérablement réduit les possibilités de construction, et c'est très handicapant pour notre territoire. Alors le ZAN pour nos auditeurs, hein, c'est zéro artificialisation, je vais y arriver, des sols. Exactement, c'est dire que, notamment en zone rurale, où des gens qui veulent construire, qui veulent devenir propriétaires, et souvent ils ne peuvent l'être qu'en neuf et qu'en zone rurale, on leur dit non, vous n'avez pas le droit de construire. Donc c'est extrêmement violent et ça à mon avis c'est ruralicide parce que ça va impacter le développement humain, économique de beaucoup de petites villes et de zones rurales. Mais donc ce dispositif va considérablement et est en train d'ailleurs déjà d'affecter la construction neuve. Si en plus dans la rénovation qui est très saine, hein, la rénovation, moi je l'incite et je l'encourage, mais si en plus on supprime soudainement MaPrimeRénov', en plus sans prévenir personne comme ça du jour au lendemain, évidemment que ça va considérablement impacter tous les acteurs du secteur du bâtiment et on sait leur impact sur l'activité économique, sur l'emploi chez nous. Donc c'est très préjudiciable. Moi je suis assez inquiet pour le secteur du bâtiment et là vraiment c'est l'exemple type de tout ce qu'il ne faut pas faire dans des décisions politiques, des décisions soudaines, brutales, sans concertation. Et en plus sans vision pour les acteurs économiques. On peut imaginer que cette décision brutale a été prise parce qu'on a un budget qui est ce qu'il est, qui est très déficitaire, avec évidemment le choix de pouvoir faire des économies pour le gouvernement. Est-ce que finalement on ne place pas les économies là, au mauvais endroit, si j'ose dire? Voilà, on va faire des économies un petit peu de bout de chandelle, alors qu'il y aurait peut-être des économies plus importantes à faire. Bien sûr, c'est à la fois là, sur la MaPrimeRénov', c'est à la fois des économies de bout de chandelle qui en plus, à mon avis, vont pénaliser l'activité économique, donc la croissance, donc l'emploi, et ce qui va occasionner des dépenses nouvelles. Donc vraiment, c'est
c'est contre-productif. Évidemment que il y a une lutte beaucoup plus forte à avoir contre les fraudes, parce qu'on voit qu'il y a des fraudes à MaPrimeRénov', et ça, il faut mettre le paquet là-dessus, mais pas remettre en cause tout le dispositif. Et par ailleurs, pour les économies, bien sûr, on voit que notre pays est surendetté, c'est très très inquiétant, et qu'on a des économies à faire, mais il y a des gisements d'économies majeurs sur lesquels on peut s'attaquer. Dans la sphère administrative, dans les administrations centrales, chez les agences et les opérateurs de l'État, c'est des montants colossaux, donc il y a des gisements d'économies très importants. Les agences et les opérateurs de l'État, souvent c'est des agents, des fonctionnaires à Paris, qui ont une activité très réduite, voire une activité qui va pénaliser l'activité économique de ceux qui travaillent. Donc là, il y a des économies très importantes à faire. Les agences et les autres opérateurs de l'État, on voit que leur budget a augmenté de 13 milliards d'euros sur les 7 dernières années. Donc là, on peut faire des économies, mais ça nécessite du courage politique. Et là, à mon avis, on peut réduire nos dépenses dans cette sphère-là. Mais il faut évidemment pas qu'on s'attaque, pas qu'on réduise le nombre d'agents de sécurité, de policiers, de forces de l'ordre, de gendarmes ou de soignants. On a besoin de fonctionnaires sur le terrain, et là il faut même sans doute dans beaucoup de secteurs en recruter, mais en revanche, dans les administrations et chez les agences et les autorités de l'État, il faut avoir le courage de réduire le nombre de fonctionnaires. Alors on a entendu le Premier ministre dire, voilà, on va supprimer quelques agences de façon, alors, ça fait polémique évidemment, de façon à réduire justement ce côté très administratif de l'État. Est-ce qu'il y a un autre levier qui serait par exemple la décentralisation ? Bien sûr, moi je suis profondément décentralisateur. Surtout en Bretagne, je crois qu'il faut faire confiance au territoire, il faut faire confiance aux régions, il faut faire confiance à l'échelon local. Et on est dans un pays beaucoup trop centralisé. Et cette centralisation, ça ne marche pas. On le voit sur MaPrimeRénov'. On a voulu avoir un dispositif décidé depuis Paris qui ne connaît pas la réalité des dossiers, qui tout prend énormément de temps. On a du coup une durée de traitement administratif qui est aberrante, qui coûte très cher et qui retarde les projets. Donc évidemment que moi je crois fortement à la décentralisation et c'est une source d'économie essentielle qu'il faut privilégier. Ça ne suffira pas, mais il faut évidemment décentraliser massivement et puis réduire cette sphère administrative qui dans notre pays est devenue énorme, gigantesque, qui nuit aux projets, qui nuit aux activités économiques, qui nuit aux associations, qui nuit aux ménages. La bureaucratisation, on en paye tous les jours le prix et le coût. Donc là, évidemment que c'est un chantier majeur sur lequel doit s'atteler le gouvernement et le président de la République. Avec des blocages possibles, des blocages politiques, syndicaux également, là on touche au service public, donc voilà, on imagine que ça peut quand même coincer quelque part. Oui, mais justement, moi je suis très attaché au service public, mais la simplification profitera au service public. On a besoin d'avoir un service public beaucoup plus fort et un service public de terrain. Et en revanche, la sphère administrative, il faut la réduire considérablement parce que elle pénalise tout le monde. Moi, je vois notamment les projets pour les communes qui veulent faire des travaux. Elles vont devoir payer des agents locaux pour monter des dossiers de subvention. Ça va leur prendre énormément de temps, ça va leur coûter très cher. Ensuite, dans les administrations centrales, ils vont avoir un temps d'instruction de ces dossiers qui va être extrêmement long, qui va aussi leur coûter cher. Tout ça va avoir pour conséquence de retarder les projets et d'augmenter leur prix. Donc c'est contre-productif. Il faut qu'on s'attaque à cette sphère administrative, cette bureaucratisation qui pénalise considérablement l'économie et la vie réelle de nos compatriotes. Donc faire mieux et surtout faire sur le terrain, ça permettrait des économies. Vous parliez tout à l'heure de la santé. Les Bretons, même les Lambalais, les Loudéaciens sont inquiets de pouvoir trouver un médecin, de pouvoir trouver un centre de santé, de pouvoir être accueillis par exemple à l'hôpital public, aux urgences, dans des conditions normales. C'est là où il faut diriger aujourd'hui les moyens. Bien sûr. Sur la santé, il faut mettre le paquet. La situation, elle est très inquiétante. C'est la première source d'inquiétude de nos compatriotes, avant même souvent le pouvoir d'achat. Donc c'est dire l'importance de la santé. On voit que c'est de plus en plus difficile de trouver un médecin spécialiste, mais même un médecin généraliste. La situation de l'hôpital, elle est très inquiétante. Moi, je vois la situation de l'hôpital, et pourtant, il y a des efforts de fait qui sont considérables. J'espère que les choses vont s'améliorer, mais c'est compliqué dans les hôpitaux ruraux, et notamment l'hôpital Loudéac-Pontivy. Et donc, sur la santé, évidemment qu'il faut recruter, et il faut qu'on ait aussi plus de soignants. Mais ça nécessite, pour avoir plus de soignants, évidemment, d'avoir moins de fonctionnaires dans l'administration centrale, loin du terrain. Et il y a aussi, évidemment, la situation des EHPAD. La question du vieillissement, elle est essentielle. Elle, à mon avis, elle a été complètement négligée par le président de la République. Et là, il y a urgence. On voit qu'on a une population qui vieillit. On va devoir avoir de plus en plus d'aides soignantes, de personnel d'EHPAD. Et là, on va devoir aussi investir massivement.
Alors, les EHPAD, aujourd'hui, effectivement, la population vieillit, particulièrement ici en Bretagne. Comment faire? Est-ce qu'il faut introduire un peu plus de privé ou est-ce que là aussi, il faut renforcer le service public? Moi, je ne suis pas du tout contre le privé par principe, mais quand même, je suis attaché évidemment au service public qu'il faut savoir défendre, qu'il faut savoir protéger. Et ce qu'on voit aussi, malheureusement, c'est qu'on a un territoire où il y a de l'emploi, mais des petits salaires, des petites retraites. Donc la question du reste à charge en EHPAD, elle est majeure. Et on voit que le reste à charge est déjà très élevé. S'il augmente plus, et si notamment le secteur privé, on a vu parfois beaucoup d'abus, Orpea et plein d'autres, augmente le reste à charge, nos compatriotes en zone rurale, dans le territoire de Loudéac, Lamballe, ne pourront plus venir en EHPAD. C'est déjà très difficile, mais si le reste à charge augmente, ils seront de fait exclus des dispositifs d'EHPAD. Donc c'est très inquiétant et c'est inenvisageable. Donc il faut qu'on arrive à protéger tout ça et garantir aussi des places en EHPAD abordables à des prix accessibles pour les classes populaires et les classes moyennes. Alors il y a aussi des projets qui se font jour aujourd'hui sur le grand âge, des maisons communes, comme l'on dit, des petits lotissements où les anciens peuvent être entre eux également avec des services. Là aussi, on peut imaginer un autre modèle ou essayer de maintenir les gens chez eux ou dans des petites structures. Tous les types de modèles sont intéressants et doivent être encouragés parce que il faut qu'on ait une multiplicité des dispositifs. Moi, je vois tous les jours sur le terrain l'ingéniosité des maires, des communes, qui proposent en effet des dispositifs parfois intergénérationnels, parfois des dispositifs avant l'entrée en EHPAD. On a des projets super, extrêmement bénéfiques qui améliorent concrètement la vie de ces personnes qui vieillissent. Donc il faut qu'on encourage cette initiative et qu'on permette d'avoir des dispositifs très variés, parce qu'évidemment qu'il faut défendre au maximum le maintien à domicile, et donc aider les aides à domicile, parce qu'on voit aussi qu'elles ont des conditions parfois de travail très difficiles. On doit même en recruter davantage. C'est souvent le dispositif le plus vertueux, parce que les gens préfèrent rester chez eux au maximum. Il faut aussi qu'on ait un dispositif intermédiaire avant le passage en EHPAD. On voyait les foyers logements, les dispositifs, les maisons d'autonomie, on a beaucoup de dispositifs intéressants, et aussi après l'EHPAD, parce qu'il faut aussi le dire, à partir du moment où beaucoup de gens vieillissent, sont de plus en plus dépendants et relèvent de l'EHPAD. Donc il faut qu'on ait sur toute la chaîne des dispositifs adaptés, intelligents, originaux, qui permettent d'améliorer le bien-vivre et le vieillissement en bonne santé. Alors il y a une autre source d'inquiétude aussi, on en a beaucoup parlé ces temps derniers avec nombre de faits divers, la santé mentale aujourd'hui, alors particulièrement des jeunes, qui est une source d'inquiétude pour les Français. On n'a pas assez de structures aujourd'hui pour accueillir, alors les jeunes et les moins jeunes, qui ont des problèmes de santé mentale. Est-ce que là aussi il faut avoir une politique volontariste sur le terrain et y mettre les moyens? Bien sûr. On a un système de santé qui souffre, mais alors la question de la santé mentale, il y a un retard considérable. Mais c'est même extrêmement choquant qu'un pays comme la France ait autant de retard sur ce sujet qui est majeur. On voit malheureusement beaucoup de familles qui ont des enfants qui relèvent de dispositifs et qui ne trouvent pas de structure adaptée. En Bretagne, c'est lamentable le retard qu'on a, il est considérable. Et on crée énormément de détresse chez les familles. On met aussi des personnes, des jeunes en danger parce qu'ils n'ont pas de dispositif adapté. Donc les parents les soutiennent à bout de bras alors qu'ils relèvent d'un dispositif d'accompagnement beaucoup plus grand, mais dont ils ne bénéficient pas. Donc c'est très inquiétant. Moi j'ai une situation d'une famille à Andelle où une jeune fille qui ne trouve pas de dispositif adapté alors qu'elle a un diagnostic qui est clair. Et donc les parents sont assez admirables, se battent à bout de bras, mais on doit pouvoir accueillir les jeunes dans les structures le plus adaptées, parce que la question de la santé mentale, elle est majeure. On a vu avec le Covid, on voit avec une société de plus en plus individualiste, des écrans, qui fait que beaucoup de jeunes sont en situation de détresse, de souffrance, et on a un retard énorme, qui est inacceptable pour un pays développé comme la France. Le président de la République et le gouvernement, on a fait une cause majeure, la santé mentale, mais je vois que les effets, les progrès tardent à arriver. Alors on a entendu beaucoup parler des écrans avec ce drame, ce jeune de 14 ans qui a poignardé une surveillante. On a remis en cause des écrans, on a remis en cause aussi l'accès aux sites ou aux réseaux sociaux. Est-ce que là aussi il faut avoir une politique, alors on va peut-être pas dire coercitive, mais en tout cas plus ferme? Ah oui, moi je l'assume, il faut avoir une politique coercitive beaucoup plus ferme. On voit les dangers majeurs des écrans et des réseaux sociaux. Je vois des situations de jeunes peut-être vulnérables
qui sont broyés par ces réseaux sociaux. On voit le harcèlement, les conséquences que ça peut avoir, c'est dramatique. On arrive à des situations tragiques pour des familles. Donc évidemment qu'il faut s'y atteler avec énormément de vigueur et accepter la coercition. Il faut dire que dans certaines situations, les réseaux sociaux font beaucoup plus de mal que de bien, et il faut protéger les plus jeunes à la fois des écrans et des réseaux sociaux. Donc une politique coercitive, oui, bien sûr, dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt des enfants. Ils seront beaucoup plus... ils auront évidemment un cadre beaucoup plus agréable et beaucoup plus favorable s'ils peuvent découvrir beaucoup d'autres choses dont ils sont éloignés à cause des réseaux sociaux. Évidemment, la vie familiale, la vie locale, la vie associative, sortir, voir des gens, remettre du réel, échanger, finalement. de remettre du réel et sortir de chez soi, pas rester enfermé devant son écran, devant les réseaux sociaux qui en fait sont souvent des prisons qui enferment, alors que ces jeunes, pour leur épanouissement personnel, ont besoin de sortir. Avec aussi une réflexion autour de l'éducation. On en a beaucoup parlé. Alors aujourd'hui, ce sont les épreuves du bac. Voilà, depuis ce matin, les lycéens planchent sur l'épreuve de philosophie. Est-ce que l'éducation, c'est aussi un des piliers importants de la République, et est-ce qu'il faut y mettre, un petit peu comme la santé, évidemment, les moyens pour essayer de redonner plus d'importance à l'éducation et peut-être un cadre aussi? Bien sûr, c'est un pilier fondamental. Alors déjà, évidemment, je souhaite bonne chance à tous les bacheliers. Alors forcément, ils m'écoutent pas parce qu'ils planchent, mais je leur bonne chance, et aussi à leurs parents dont je mesure le stress. Mais évidemment que l'éducation, c'est fondamental. C'est l'avenir du pays. Ces jeunes qui étudient aujourd'hui ou qui vont étudier demain seront les citoyens de demain. Donc c'est un sujet fondamental. On a malheureusement un système éducatif qui fonctionne mal, mais évidemment que il faut le préserver, il faut même sans doute recruter. Encore une fois, moi c'est pour ça que j'assume de dire qu'il faut réduire les agents administratifs, il faut réduire les agents dans les agences et les opérateurs de l'État pour investir et pour avoir évidemment des services publics dans l'éducation, dans la santé, dans la sécurité. Et l'éducation, évidemment qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, parce que je vois le drame de Parcoursup. Parcoursup, c'est terrorisant pour les familles. Je vois le nombre de situations injustes, incompréhensibles, de jeunes qui ont une vocation, qui ont un projet, et qui sont broyés parce que leurs choix ne sont pas pris en compte. Il faut le supprimer par Parcoursup. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut le supprimer. Il faut revoir complètement le dispositif, parce que là encore une fois, j'ai des situations mais dramatiques par dizaines, par centaines de jeunes qui sont bosseurs, qui sont de bon niveau, qui ont un projet professionnel, donc qui veulent entreprendre des études pour lesquelles ils ont une vocation, et qui en sont exclus à cause d'un système complètement aberrant qui repose sur des algorithmes qu'on ne connaît d'ailleurs pas du tout. Il n'y a aucune transparence, ou en tout cas aucune compréhension de ces arbitrages et de ces choix, et en revanche ça broie des familles et ça pénalise des jeunes qui se retrouvent le bec dans l'eau sans aucune solution. Donc Parcoursup, ça ne marche pas du tout, et ça crée beaucoup d'injustices et beaucoup de situations très inquiétantes. Donc il faut le revoir considérablement. Moi je pense à toutes les familles mais qui ont une situation de stress. Elles stressent beaucoup plus pour les résultats de Parcoursup que pour les résultats du bac, parce que ça menace leur avenir, l'avenir de leur enfant. C'est une situation anormale, finalement. Complètement anormale, vraiment. Mais des exemples, j'en vois tous les jours, mais incompréhensibles, de gens qui sont privés d'études qui veulent faire, ou qui doivent attendre 1 an, 2 ans avant de recandidater pour espérer intégrer cette école, cette formation qu'ils veulent faire. En attendant, ils perdent du temps, voire ils se privent de ce qu'ils veulent faire. Donc c'est un fonctionnement qui est à mon avis catastrophique. Alors souvent les auditeurs nous sollicitent lorsque l'on parle d'éducation en disant oui, il y a les études supérieures, etc. Mais il y a aussi la formation professionnelle, l'entrée très vite finalement dans le monde de l'entreprise pour des jeunes qui sont pas forcément mauvais, parce que là aussi on a souvent collé l'étiquette, tu pars en parcours professionnel, donc tu n'es pas bon pour les études. Et en fait, souvent ce sont aussi des choix de jeunes qui veulent entrer dans la vie active, qui veulent être disponibles tout de suite pour l'entreprise et qui veulent apporter quelque chose. Il faut revoir aussi, j'allais presque dire redorer le blason de la formation professionnelle. Bien sûr, la formation professionnelle est essentielle. Il y a une intelligence de la main qui est extraordinaire, et qui est merveilleuse, et que je constate tous les jours, mais qui n'est pas suffisamment mise en lumière ou mise en valeur. Donc évidemment qu'il faut encourager la voie professionnelle. Il faut dire parfois que des jeunes qui sont pas forcément faits pour des études théoriques, il faut les mettre en valeur par la formation professionnelle, où ils vont se découvrir à la fois une vocation et un talent, et ils vont briller. Et en plus pour des métiers dont on a considérablement besoin. Donc il faut valoriser la voie professionnelle,
et valoriser aussi ceux qui choisissent d'y aller. Et parfois, on a un système encore à mon avis, problématique, où des jeunes qui ont un bon niveau, on veut absolument les faire aller vers la voie générale, alors qu'ils pourraient briller et s'épanouir davantage vers la voie professionnelle. Et on a besoin de maçons, on a besoin d'électriciens, on a besoin de plombiers, on a besoin de carreleurs, et des gens dans le bâtiment, et comme dans plein d'autres métiers manuels, qui ont un talent. Il faut savoir les encourager à aller vers cette voie quand c'est la voie vers laquelle ils veulent se diriger. Voilà, donc là aussi encourager. J'avais envie de vous entendre aussi sur quelques dossiers locaux. Alors il y en a plusieurs. Un en particulier, on en a beaucoup parlé au micro de la matinale de Bretagne 5 avec différents invités. J'avais envie d'avoir votre éclairage. Je vous sais très attaché à Loudéac, évidemment. Il y a une voie de chemin de fer à Loudéac qui reliait jadis Saint-Brieuc à Pontivy, même Auray. Il y a une demande du public. Il y a aussi une demande de quelques élus de pouvoir réouvrir cette voie de chemin de fer, en tout cas d'étudier la possibilité de la réouvrir même portion par portion. Il y a aussi une étude de voie verte. Quelle est votre position là-dessus? Il faut remettre en service ce chemin de fer entre le nord et le sud de la Bretagne? Oui, moi idéalement j'y serais favorable à cette ligne. À la fois pour correspondre aussi à des mobilités nécessaires, et moi je crois beaucoup au ferroviaire, même si forcément tout ne peut pas passer par le train, mais donc il faut qu'on puisse avoir cette possibilité. Ça se fera pas tout de suite, mais moi j'y suis très favorable. Et donc le problème d'une voie verte, sur le principe, c'est évidemment intéressant, mais le problème c'est que faire une voie verte, ça nous priverait de la possibilité de permettre d'avoir un jour cette ligne qui soit remise en place. Donc moi je privilégie plutôt la mobilité et donc j'espère à moyen terme ou long terme cette ligne de chemin de fer qui puisse être réouverte. Voilà, il y a une demande aussi des entreprises qui imaginent pouvoir développer leur activité économique grâce à cet axe. Là aussi, il faut prendre en compte leurs demandes. Oui, bien sûr, ça correspond. Mais il y a un besoin pour l'activité économique, il y a un besoin aussi pour les particuliers, les ménages. Moi, je suis très très attaché au centre-Bretagne. Il faut qu'on ait un équilibre entre le littoral, les villes et la partie plus rurale et le centre-Bretagne. Et donc, il faut qu'on ait des mobilités les plus faciles possibles. Je vois que la route, on progresse enfin, mais il faut aussi développer le chemin de fer qui est très vertueux, qui est très positif. Donc il faut qu'on ait le plus possible de mobilité au sein de la Bretagne pour les Bretons de l'intérieur. Donc tout ce qui peut contribuer au désenclavement de la Bretagne intérieure, au développement humain, économique de la Bretagne intérieure, j'y suis très favorable. Alors, sur les dossiers, vous parliez tout à l'heure de MaPrimeRénov'. J'avais envie de vous entendre sur ce qu'on appelle aujourd'hui le PLU, le plan local d'urbanisme. Il y a un grand questionnement dans de nombreuses villes en France et particulièrement en Bretagne. On va prendre le cas de Lamballe. Ça a suscité beaucoup d'interrogations, ça a suscité beaucoup aussi, parfois même de colère des habitants. Là aussi, il faut avoir une logique pour occuper les territoires, pour construire des logements, pour réorganiser finalement ce qui fait le territoire. Bien sûr, je comprends leur inquiétude et souvent même parfois leur colère. Parce que pourquoi est-ce qu'on s'installe à Lamballe ou pourquoi est-ce qu'on s'installe chez nous, là où il fait si bon vivre? C'est parce qu'on a évidemment, on peut avoir un logement, mais on peut aussi avoir un bout de jardin, un peu de nature, un peu d'espace vert chez soi. Donc dire à ces gens-là, on va vous prendre votre jardin, on va vous construire des immeubles, c'est inconcevable. À mon avis, c'est contraire aussi à l'intérêt urbanistique de Lamballe et du territoire. On a besoin de logements, on a un déficit de logements, et évidemment qu'on doit en construire, mais il faut le faire de manière harmonieuse, intelligente, et de pas, comment dirais-je, pas artificialiser des jardins qui offrent souvent un bout de potager ou un bout de liberté ou un bout de verdure à des gens en ville. Donc c'est aussi la qualité de vie qu'on a chez nous, auquel on est très attaché, qu'il faut savoir préserver. Donc je comprends l'incompréhension liée à cette décision. Bon, c'est en train, j'espère, d'évoluer favorablement, mais pourquoi est-ce qu'on veut vivre dans des villes moyennes? C'est parce qu'on a aussi une qualité de vie remarquable. Donc ça, il faut absolument le préserver absolument.
Alors la qualité de vie, ça passe aussi par l'environnement. Il y a une grande inquiétude aussi aujourd'hui concernant l'environnement. On le voit avec le changement climatique. Et puis il y a eu ce projet de loi, la fameuse loi du plomb, qui a été, alors qui n'a pas été discuté pour le coup à l'Assemblée nationale, mais en commission paritaire. On a entendu beaucoup les écologistes s'élever contre cette loi en disant voilà, c'est le retour de la pollution, c'est le retour des néonicotinoïdes et autres produits sanitaires. Est-ce que là aussi, il faut qu'il y ait une évolution des mentalités? Est-ce qu'il faut finalement changer? On en parle beaucoup aussi ici, hein, le modèle agricole, ou en tout cas le faire évoluer. Alors, déjà, il faut bien qu'on voit à quel point les agriculteurs ont fait des efforts considérables et en font tous les jours. On a les agriculteurs les plus vertueux d'Europe. Il faut savoir l'encourager. Et si on les pénalise, on va devoir... Si on n'a plus d'agriculture, plus d'élevage demain, on va devoir importer des produits qui ne respectent pas, des produits parfois de très loin, qui ne vont pas respecter nos règles écologiques, nos règles sanitaires, nos règles environnementales. En revanche, alors sur la nicotinoïde, moi je suis défavorable à leur rétablissement, là dans ce cas particulier, parce que c'est un recul. En revanche, je suis favorable aux simplifications pour les agriculteurs, parce qu'ils ont besoin de moins de paperasse, de moins de contraintes, ils ont besoin aussi de se développer, et c'est fondamental. Notre socle économique en Bretagne, et encore plus dans cette région de l'Oudéac-Lamballe, c'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, donc il faut savoir le défendre, sinon on se privera d'emplois. Et ça correspond aussi à une évolution sociétale pour les familles, pour ceux qui travaillent en agriculture, en élevage, qui ont besoin de perspectives, qui ont besoin aussi de se moderniser pour avoir un peu plus de temps familial à eux. Donc il faut savoir qu'il faut qu'on puisse l'encourager. Sur les néonicotinoïdes, moi je pense pas que c'est une bonne idée, et donc je décorrèle cette question qui correspond en plus à quelques filières qui sont souvent loin de la Bretagne et qui peuvent avoir en revanche des conséquences sur l'apiculture. Mais en revanche, je suis très favorable à tout ce qui peut simplifier la vie de nos agriculteurs, les encourager, leur permettre de travailler. Vraiment, on a des agriculteurs extraordinaires, c'est notre force. Il faut qu'on puisse produire, continuer d'avoir de l'agriculture, de l'élevage à l'Oudéac, à Lamballe, en Bretagne, et pas se retrouver à importer des produits brésiliens, ukrainiens, aux normes sanitaires et environnementales absolument inacceptables. Alors sur l'emploi, on parle beaucoup de l'agroalimentaire. Des fois, on pointe du doigt l'agroalimentaire en disant voilà, finalement c'est de l'emploi à bon compte. On fait venir des gens de l'étranger qui viennent travailler. Est-ce que là aussi il faut revoir les règles? Alors l'agroalimentaire, déjà il faut voir à quel point dans notre bassin d'emploi c'est fondamental. On a notre territoire vit considérablement de l'agroalimentaire. Il y a évidemment d'autres secteurs économiques, mais le secteur agroalimentaire est très développé et nous permet d'avoir un taux d'emploi très élevé, un taux de chômage très bas par rapport ailleurs. Alors certes, c'est des métiers difficiles, je le mesure, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à augmenter les salaires, qu'on valorise ceux qui travaillent. Moi, je suis très attaché à la défense de ceux qui bossent, et donc moi, je pousse pour qu'on fasse le maximum pour augmenter le salaire net, quitte à réduire l'assistanat, parce qu'on a et aussi, c'est vrai, des gens qui ne veulent pas travailler et qui parfois vivent au crochet de ceux qui travaillent. Donc là, c'est un rééquilibrage majeur qu'on doit avoir. Donc avoir des métiers mieux rémunérateurs, mais en revanche, défendre l'agroalimentaire, défendre l'emploi, défendre l'activité économique, ça c'est fondamental et je suis très attaché. Alors, il nous reste 3 petites minutes. J'avais envie de vous entendre aussi sur les futures élections. On va avoir 2 petites minutes, nous dit notre réalisateur qui tient le sablier. Il va y avoir des élections, ça ne vous aura pas échappé, élections municipales bientôt en 2026 et puis l'élection présidentielle. On voit un paysage très fracturé, alors peut-être plus au niveau national, avec aussi l'actualité qui s'invite et qui fracture encore plus ce paysage politique. On pense au conflit au Proche-Orient, avec cette guerre qui s'est déclarée très rapidement entre Israël et l'Iran. Là aussi, il y a des sources d'inquiétude, de stabilité politique. Bien sûr, la situation internationale est très très inquiétante. On est en train de danser sur un volcan. La situation entre l'Iran et Israël, elle peut s'embraser. C'est très très préoccupant. Donc face à ça, évidemment qu'il faut une stabilité politique. Et en tout cas, il faut des élus, il faut des responsables politiques qui prennent leurs responsabilités. Donc moi, évidemment, j'encourage tous ceux qui veulent s'investir dans la vie locale. Mais il faut, sur certains sujets graves, qu'on arrive à s'entendre, qu'on dépasse ces mesquineries, ces clivages partisans parfois extrêmement violents qui font beaucoup de mal, parce que là, la France doit être, sur certains sujets, la France doit être unie, et l'Europe doit être unie quand la menace est à nos portes. C'est là-dessus qu'on va conclure. Je voulais vous entendre vraiment en 15 secondes. On a vu ce week-end le président de la République, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, être privé de sa Légion d'honneur. Pour vous, c'est une erreur ? Oui, quoi qu'on puisse penser, c'est un président de la République, ça se respecte, un ancien président de cette République, ça se respecte. Et là, je trouve ça très mesquin d'avoir cette décision assez
Assez mesquine, oui. Et c'est là-dessus qu'on conclut quand Corentin Le Fur, député Les Républicains de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, vous étiez avec nous ce matin. Merci infiniment. Merci à vous. D'être venu jusqu'à nous en direct dans la matinale. Très belle journée. Bonne journée à tous. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.